En Allemagne de l'Est, Erich Honecker approuve la solution chinoise aux manifestations politiques. Il refuse de reconnaître que son propre système comporte des failles. Je leur ai dit qu'ils étaient responsables de la situation dans leur propre pays. À vous de décider des réformes nécessaires. Nous avons besoin de la perestroïka. À vous de déterminer si vous en avez besoin. Honecker a rétorqué « Nous avons fait notre perestroïka, nous n'avons rien à restructurer ». Mais en réalité, l'Allemagne de l'Est est en train de pourrir. L'air et l'eau sont empoisonnés par la pollution. L'économie s'effrite. La police d'État réprime toute initiative. En public, c'est l'apathie. En privé, on rêve. Wissen Sie, die meisten in der DDR hatten sich eingerichtet, hatten sich zurückgezogen ins Private. La plupart des citoyens de la RDA avaient trouvé refuge dans leur vie privée. On allait au travail et on veillait à ce que notre vie privée soit protégée. Puis, on se retirait chez soi, avec ses amis, dans son monde privé. On critiquait la société à la maison, mais seulement en présence de personnes de confiance. Cet été-là, les Allemands de l'Est se ruent vers la Hongrie pour leurs vacances. Il y a une issue de sauvetage pour fuir. La frontière de la Hongrie avec l'Ouest s'affaiblit. À Budapest, les Allemands de l'Est assiègent l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest afin d'obtenir de l'aide pour émigrer. Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl a confiance en Gorbatchev. Kohl prévoit soutenir l'économie hongroise si on permet aux Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Il croit que Gorbatchev ne s'objectera pas à l'entente avec les Hongrois. Die hier stehenden Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihnen DDR passieren, das Land verlassen. Les Hongrois acceptent que les Allemands de l'Est traversent la frontière vers l'Ouest. Honecker qualifie les réfugiés de parias. Je crois qu'il ressentait un mélange de colère et de mépris complet pour ces hordes de gens. Ces ingrats qui avaient fui dans l'autre camp. Les réfugiés d'Allemagne de l'Est se rendent en Hongrie dans l'espoir de traverser à l'Ouest. Mais l'Allemagne de l'Est interdit le passage vers la Hongrie. Désespérés, les Allemands de l'Est en fuite se tournent vers la Tchécoslovaquie. Ils se rassemblent à l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest, à Prague. Nous n'avions aucun avenir. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse dans cette répression. Il n'y avait pas que l'interdiction de voyager, mais toutes sortes de petites choses quotidiennes. Quand l'ambassade est pleine, les réfugiés escaladent les clôtures du jardin. Nous savions qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient à l'intérieur, mais nous n'étions pas sûrs si la police s'y trouvait, ou même si la police de la sécurité d'État, la Stasi, était là. Nous longions la clôture en craignant le pire. Lorsque des gens de l'intérieur de l'ambassade sont venus et nous ont dit « Voulez-vous entrer ?» Nous étions abasourdis et nous avons répondu « Oui ». Ils ont ajouté « Attendez, nous allons chercher une échelle ». Nous avons escaladé la clôture. Au début, c'était bondé de monde, c'était effrayant, des gens partout. Plus en plus de réfugiés s'entassent dans l'ambassade et refusent de partir. Je n'avais aucun avenir en RDA. Je travaillais 70 heures par semaine. Je dormais 30 heures peut-être. Ce n'est pas normal. Il n'y avait pas d'avenir pour moi et ma famille. La police tchèque oppose une résistance futile pour endiguer le flot. À l'intérieur de l'ambassade, la surpopulation et l'insalubrité empirent à tous les jours. Les deux gouvernements allemands, de l'Est et de l'Ouest, ne savent plus quoi faire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'Ouest, Hans-Dietrich Genscher, se rend à Prague.
Sous la pression des Soviétiques et des Allemands de l'Ouest, Honecker consent à une entente pour sauver la face. Les réfugiés peuvent se rendre en Allemagne de l'Ouest, mais seulement si leur train traverse d'abord en territoire est-allemand. Honecker pourra alors se vanter de les avoir expulsés et déchus de leur citoyenneté. Le train s'est arrêté. 2 hommes ont ouvert les portes. « Bonjour, nous sommes de la sécurité d'État et nous allons maintenant ramasser vos cartes d'identité. » Et je n'oublierai jamais comment ils ont dû se pencher pour ramasser ces documents parce que les gens jetaient leurs cartes d'identité à leurs pieds. On se disait, là voilà votre carte, vous ne pouvez plus me menacer. C'était très satisfaisant. De retour à Prague, une nouvelle vague de réfugiés prend d'assaut la clôture de l'ambassade. Leur dernière chance de se rendre à l'Ouest semble s'estomper. En quelques jours à peine, quelques 5000 personnes s'entassent dans les jardins de l'ambassade. Certains Allemands de l'Est choisissent de rester et de protester. Les églises luthériennes accueillent le mouvement d'opposition. Inspirés par Gorbatchev, les manifestants rêvent de transformer l'Allemagne de l'Est en une démocratie. Ich glaube, für die meisten war Gorbatschow eine große Hoffnung. Gorbatchev nous a donné un grand espoir. In verschiedener Weise. Einmal, Premièrement, il a tenté de transformer son pays comme nous voulions transformer le nôtre, par la perestroïka, par une libéralisation progressive. Liberalisierung des ganzen Systems. À Leipzig, la police riposte. Le 4 septembre, des journalistes occidentaux filment des agents de sécurité en civil qui s'en prennent à des manifestants. Un nouveau chant de provocation se fait bientôt entendre. Nous restons ici. Nous restons ici, c'était une protestation contre ce que la RDA avait fait, c'est-à-dire de forcer les jeunes à quitter le pays parce qu'ils n'avaient pas d'avenir. Ça a été un tournant décisif et les gens ont dit « nous continuons d'espérer ». Tous les lundis à Leipzig, il y a des manifestations à l'église Nikolai. Elles se transforment en protestations populaires. La police tente de les arrêter. Mais le gouvernement flanche. En bref, nous étions sans voix parce que nous étions impuissants. Parce que ce pays et ce pouvoir n'avaient jamais fait face auparavant à un conflit aussi ouvert. Seul Honecker semble ne pas s'en apercevoir. À la veille du 40e anniversaire de l'Allemagne de l'Est, en ce mois d'octobre, il reste confiant alors qu'en compagnie de son collègue Egon Krenz, il s'apprête à accueillir son invité de marque, Mikhail Gorbatchev. La délégation soviétique sait très bien que le régime est-allemand est chancelant. Le spectacle de célébration victorieuse apparente commence. Mais au défilé au flambeau de la jeunesse communiste, les marcheurs laissent tomber leur slogan appris par cœur. Ils commencent à scander un autre nom, Gorby.
Honecker fait semblant de ne rien entendre. C'étaient des jeunes gens spécialement sélectionnés, forts et de belle apparence. Ils étaient d'humeur joyeuse, mais ils ont commencé à scander des slogans. Gorby, aidez-nous. Gorby, restez ici. Rakowski, le dirigeant polonais, est venu vers nous et a demandé « Comprenez-vous l'allemand » J'ai répondu « Oui, un petit peu. »« Entendez-vous » J'ai répondu « Oui. » Il a ajouté « C'est la fin. » Et c'était la fin. Le régime était condamné. Lors de rencontres de plus en plus surréalistes, Gorbatchev tente de les amener à voir la situation de manière plus réaliste. Honecker et moi, nous avons passé environ 3 heures à discuter. Il ne comprenait pas pourquoi je voulais le rencontrer. Mais nous avons eu une discussion sérieuse. Je lui ai dit ce que nous faisions. Il m'a dit ce qu'il faisait. Il a tout décrit comme une suite de victoires. Mais j'ai dit, celui qui est à la remorque des événements perd. Il m'apparaissait évident qu'ils parlaient tous deux de choses tout à fait différentes. Ils n'ont pas essayé de trouver de solution médiane. Pendant toute la conversation, ils ne se sont pas entendus sur un seul point. Pendant la réception de clôture des dirigeants, un complot se trame contre Erich Honecker. Un groupe du Politburo est-allemand décide de se débarrasser de lui. Nous ne pouvions plus nous permettre d'hésiter à évincer Honecker. Nous devions agir vite. Il était évident qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait une vision autocratique sur ce qui se passait autour de lui. Il ne pouvait pas faire face à la situation. Verehrte ausländische Gäste, recht herzlich danken, dass Sie an den Feierlichkeiten aus Anlass des 14. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik teilgenommen haben. Au dîner, en compagnie de Gorbatchev et des dirigeants des pays du pacte de Varsovie, Honecker est un hôte agréable. Entre-temps, une foule hostile se masse à l'extérieur. Honecker projette d'écraser la nouvelle opposition. Personne ne sait jusqu'où il ira. On avait cette peur permanente qu'on règle le problème à la chinoise et qu'on recourt aux armes. On n'a jamais pu ignorer cette possibilité. On a même pensé parfois que les chars d'assaut soviétiques allaient apparaître. Ce soir-là, les manifestations se poursuivent à Berlin. À Leipzig, plus tôt ce même jour, les autorités se préparaient à affronter les manifestants avec des armes. Cette nuit-là, la police charge et disperse les manifestants. Mais on annonce un rassemblement encore plus important le surlendemain. L'armée est en état d'alerte. Presque toutes les brigades paramilitaires ont été mobilisées. Les policiers volontaires étaient présents en force.
Plus de 8000 hommes ont été armés et envoyés à Leipzig avec leur équipement. On nous a remis 2 fois plus de munitions que d'habitude. D'habitude, on nous donnait 60 balles. Cette fois-ci, ils nous en ont donné 120. L'un de nous avait un ami à l'hôpital qui avait entendu que les réserves de sang avaient été commandées et que des lits supplémentaires devaient rester disponibles ce jour-là. La ville était en état d'urgence. Les magasins devaient fermer à 17 heures. Nous nous sentions très intimidés. Au travail, les gens se prévenaient l'un l'autre. N'allez pas en ville ce soir. Qui sait ce qui va se passer? Quand la manifestation de Leipzig éclate, les dirigeants du Parti communiste local réalisent que 70 000 personnes sont déjà dans la rue. Inquiet, l'ambassadeur soviétique téléphone au commandant des forces soviétiques de la région. Je vous conseille d'ordonner immédiatement aux soldats de retourner aux casernes. C'est le premier point. Deuxièmement, arrêtez toutes les manœuvres. Troisièmement, arrêtez tous les vols d'avions militaires. Et ne vous ingérez pas dans le déroulement des événements sous aucun prétexte. Les communistes de Leipzig supplient l'opposition de discuter avec eux. Puis, ne recevant pas d'ordre de leurs supérieurs, la police est-allemande et les soldats se retirent. La manifestation se poursuit dans le calme. Pour les Allemands de l'Est, c'est le point tournant décisif. Les gens s'embrassaient et disaient « Oh mon Dieu, il se passe quelque chose maintenant ». Et finalement, nous commençons à nous parler les uns les autres. Si nous nous parlons les uns les autres, personne ne va ouvrir le feu. Les Alliés de Dunkerque désertent. Le 17 octobre, il est déchu du pouvoir par Egon Krenz et tout le Politbüro. Il était grand temps qu'il parte. Il nous aurait été impossible de sortir de ce gouffre avec lui au pouvoir, même s'il avait mis toute son autorité au service du changement. Egon Krenz est maintenant au pouvoir. Il promet des réformes démocratiques. Il annonce aux Allemands de l'Est qu'il facilitera les déplacements vers l'Ouest, le problème à l'origine de toute cette crise. Bien sûr que nous sentions une pression énorme, en tout temps. Nous devions agir. Le 1er novembre, Krenz rend visite à Gorbatchev à Moscou. Nous avons discuté très franchement de la question du libre passage. Et il m'a dit, si vous ne trouvez pas une nouvelle formule qui permette aux citoyens de la RDA de voyager, alors ça n'ira pas bien pour vous. Malheureusement, Egon Krenz n'avait aucun charisme. Il n'était pas accepté par la population. Il ne plaisait pas aux masses. Il ne trouvait pas les mots pour parler aux gens, parce qu'il ne parlait que le vieux jargon du parti. En 1989, bien des gens, y compris moi, ne cherchaient plus le dialogue. Je me souviens que nous disions « L'heure n'est plus au dialogue, mais à la confrontation ». Krenz offre en vain de nouvelles libertés. Les manifestations populaires s'intensifient et on réclame davantage. À Berlin-Est, le 4 novembre, 1 demi-million de personnes se rassemblent. Le 9 novembre 1989,
Günter Schabowski annonce aux journalistes de Berlin que les restrictions sur les déplacements vers l'Ouest vont être levées. Le gouvernement prévoit que le changement va entrer en vigueur le lendemain. Mais Schabowski se méprend sur la date. C'est en vigueur à compter de maintenant? Camarades, on m'a dit que la déclaration a déjà été faite. Vous devriez déjà la voir. Selon mes informations, c'est à partir d'aujourd'hui, immédiatement. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Les Berlinois de l'Est se précipitent pour voir si les postes de contrôle du mur s'ouvrent vraiment. Les gardes-frontières sont déconcertés. Nous n'avions reçu aucune directive de nos supérieurs. Aucune. Juste d'observer la situation. Nous avons tenté à plusieurs reprises de parler à nos supérieurs, mais personne ne nous a rappelés. Vous devez tenir compte que nos soldats étaient armés ce jour-là, comme d'habitude, et ils n'avaient qu'un ordre. Cet ordre, c'est d'arrêter quiconque tente de fuir. Mais la foule est maintenant considérable. Soudain, les gardes cèdent. Ils ouvrent les barrières. Ils ont ouvert la frontière et n'ont pris aucune contre-mesure. Ils ne m'ont pas consulté ni demandé mon approbation. Das ist ein wunderschöner Tag. Je me suis retrouvée dans un groupe de gens qui applaudissaient. Je n'ai pas compris pourquoi sur le coup. Puis je l'ai réalisé. J'étais vraiment à Berlin-Ouest et les Berlinois de l'Ouest étaient venus à la frontière et ils nous applaudissaient. Tout le monde pleurait et s'embrassait. Même aujourd'hui, quand j'y pense, mon cœur bat. C'était tellement émouvant. Besuchen, die warten um 12 Uhr. Ja, mal rüber. Nur mal gucken. Das ist traumhaft. Und dann wieder zurück. Wann? Ne, heute irgendwann. Oder, also besser gesagt, doch heute. Wahnsinn! Wahnsinn! Was zu toll. Das ist toll. 28 Jahre, das ist die Stunde. Ich bin sehr glücklich. Les Berlinois de l'Ouest arrivent de l'autre direction. Ils commencent à démolir le mur en face de la porte de Brandebourg. Also die Idee, auf der Mauer herumzuhacken, die kam irgendwie, das war so ein Gemeinschaftsgeist. On a tous eu la même idée. Nous devons maintenant nous débarrasser du mur. Tout le monde avait ses propres raisons. Pour moi, c'était parce que j'avais des parents de l'autre côté qui ne pouvaient pas nous rendre visite. Quand j'ai pensé à ma tante et à la raison pour laquelle je n'ai pas pu la voir avant sa mort, ça m'a mis tellement en colère. C'était libérateur de s'en prendre au mur. Der Kommunismus ist gestorben. Wir nehmen das mit rüber. Die ist tot. Ja, wir lebt doch noch. Ja, Alter. Aber mit so eine Zähne.
C'était émouvant, mais je dois dire que je faisais attention de ne pas trop m'enthousiasmer. La chose la plus stupide qu'un président ait pu faire à ce moment eût été d'y aller, de danser sur le mur de Berlin et de narguer ouvertement les militaires soviétiques et Gorbatchev. Qui sait comment il leur aurait fallu réagir? Le lendemain matin, on m'a téléphoné. J'ai dit, vous avez pris la bonne décision. Car comment peut-on tirer sur des Allemands qui traversent la frontière pour rencontrer d'autres Allemands de l'autre côté? Il fallait donc que la politique change. De chaque côté de ce mur, deux mondes armés s'étaient affrontés. Ce jour-là, leur rivalité bascule dans l'histoire. L'Allemagne va être réunifiée, mais la révolution anticommuniste de l'Europe n'est pas encore terminée. Nous avons finalement choisi Malte parce que c'était un port agréable et paisible, un endroit où il ne faisait jamais mauvais et où personne n'aurait le mal de mer. Mais ils ont quand même le mal de mer. Nous avions une station de poursuite du satellite météorologique à bord du navire. Nous pouvions donc suivre la météo sur la Méditerranée et autour du monde. Nous avons vu un petit orage qui se dirigeait vers Gibraltar et il est resté juste au-dessus de Malte. Le monde avait changé de façon radicale entre le moment de la première ouverture du président Bush à Gorbatchev, en août je crois, et lorsque nous nous sommes enfin rencontrés en décembre. Le mur s'était effondré à Berlin. La Pologne n'était plus un pays communiste, la Hongrie n'était plus un pays communiste. Tout avait changé. Nous avons surpris tout le monde en proposant un plan d'action. Voici ce que nous vous proposons. Et avant même d'en avoir fini avec les plaisanteries d'usage, nous lui avons soumis ce plan. Ils étaient bien préparés. La discussion était intéressante. Nous nous sommes rencontrés seul à seul, en présence de nos adjoints seulement. Il a exposé sa vision et ses propositions, et j'étais d'accord. Nous avions la même vision des choses. Nos discussions sont alors passées à un autre niveau. À l'extérieur, la tempête prend de la force. Les Américains quittent le navire russe et ne peuvent revenir. Les pourparlers ne reprennent que le lendemain. Le président Bush a dit que les alliés des États-Unis voulaient qu'ils restent en Europe. Et Gorbatchev a répondu, « Nous voulons nous aussi que les États-Unis restent en Europe. Les États-Unis sont une puissance européenne. » Compte tenu du fait qu'on nous avait toujours appris que le but principal du pouvoir soviétique dans la guerre froide était d'évincer les États-Unis de l'Europe, cette déclaration était extraordinaire. Et tout le monde s'en est souvenu. C'est à Malte que, pour la première fois, nous nous sommes dit que nous ne nous considérions plus comme des ennemis. La guerre froide était condamnée. Après Malte, Gorbatchev doit affronter de graves difficultés en URSS. Au-delà de ses frontières, il peut accepter le changement. Prague, en Tchécoslovaquie. Le Parti communiste est encore au pouvoir. Le 19 novembre, le Forum civique, un groupe d'opposition, voit le jour. L'écrivain Václav Havel en fait notamment partie. Le groupe se réunit clandestinement au théâtre de la Lanterne magique.
La société vivait déjà de nombreux problèmes. Il était évident qu'à plus ou moins long terme, le régime allait s'effondrer. Mais personne ne savait exactement quand ni comment. À Prague, les manifestants sont persévérants et enthousiastes. C'est au son des clés qu'ils signifient au gouvernement que son temps est révolu. Il régnait une atmosphère de non-violence, de tolérance. Face à cette menace commune, des personnes d'opinion très divergentes ont bien travaillé ensemble. Sekretariátu VKSČ dávají své funkce k dispozici. Alexandre Dubček, le dirigeant communiste chassé par des chars d'assaut soviétiques au printemps de Prague de 1968, est présent ce jour-là. C'était un signe évident que le régime commençait à céder. Il n'a pas cédé facilement, mais c'était une percée importante. Au fur et à mesure que le peuple se prononce, la Tchécoslovaquie renoue avec la démocratie. Avant la fin de l'année, Václav Havel est élu président. Au terme de ce qu'on a baptisé la révolution de velours, pas une seule goutte de sang n'a été versée. À Bucarest, le 21 décembre, le gouvernement roumain organise un grand rassemblement en faveur de Ceausescu. Ces travailleurs ont été envoyés ici pour l'acclamer. Asemenea, să adresez mulțumiri inițiatorilor, organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... La foule se met à le huer. La télévision d'État interrompt la diffusion des images. Trop tard. Les affrontements se poursuivent pendant toute la nuit. Le lendemain, la foule envahit l'immeuble du comité central et grimpe aux étages. Ceausescu et sa femme s'enfuient en hélicoptère. Un adjoint présidentiel pointe un revolver à la tête du pilote. C'était important de dire que Ceausescu s'était enfui à bord de son hélicoptère, car les gens ne pouvaient croire que cela se produisait. Le même jour, Ceausescu est capturé avec sa femme. Le couple n'est qu'à 72 km de Bucarest. Dans la pagaille et la confusion qui suivent, les factions adverses s'affrontent dans la rue. Près de 1000 personnes sont tuées. Les Ceausescu sont jugés par une cour martiale. Ce tribunal condamne Nicolae Ceausescu et Elena Ceausescu à la peine capitale et à la confiscation totale de tous leurs biens pour cause de génocide, article 357 du Code pénal.
La sentence est exécutée. La télévision simule la véritable exécution, mais les cadavres sont les vrais. Cela m'a rassuré de savoir que Ceausescu était mort, même si nous sommes des humanistes et que je suis un poète. S'il n'était pas mort, c'est nous qui le saurions. C'est la vérité. Les bourreaux s'assurent que leurs victimes soient reconnaissables. C'est en Union soviétique même que Gorbatchev est confronté à des problèmes insurmontables. Il peut permettre la liberté aux pays satellites, mais peut-il en faire autant pour les républiques soviétiques? Il y a 15 républiques distinctes, et la plupart veulent être indépendantes. Le Parti communiste soviétique est en train de perdre le contrôle. Dans les magasins, les stocks s'épuisent. Nous avons eu raison de choisir la liberté, la démocratie, la glasnost et le pluralisme. Mais nous nous sommes trompés sur un point. Les gens jugeaient l'état du pays par ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas acheter dans les marchés et les magasins. De nombreuses personnes âgées se sentent bousculées par la cadence du changement. Nous promettions que la situation allait s'améliorer, mais elle empirait sans cesse. Nous aurions dû autoriser le commerce libre, mais Gorbatchev n'a pas osé. La société progressait et le parti ne bougeait pas. Les gens ont commencé à fuir comme des rats de navires en détresse. Gorbatchev accorde pour la première fois aux citoyens soviétiques la liberté de manifester. Les manifestations réclament désormais la fin du monopole du Parti communiste sur le pouvoir. Mais les communistes purs et durs s'opposent aux réformes. Gorbatchev lui-même, un communiste, s'oppose à eux et choisit le pluralisme. Le Parti communiste qui est au pouvoir depuis la révolution d'octobre de 1917 doit partager le pouvoir. C'est une démarcation franche avec les méthodes de Lénine et de Staline. La plupart des 15 républiques de l'Union soviétique, dont la Fédération de la Russie est la plus grande, réagissent au libéralisme de Gorbatchev en exigeant la libération nationale. Dans les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie annexés par Staline en 1940, on exige l'indépendance totale. En janvier 1990, Gorbatchev se rend à Vilnius, la capitale de la Lituanie, afin de faire valoir que l'Union soviétique ne doit pas être démantelée. Вот она открыла возможности через демократию, гласность, через признание реальностей. А реальность — это то, что мы многонациональное государство, и мы должны считаться с народами. Это не Америка. Malgré Gorbatchev, les autres États baltes, l'Estonie et la Lettonie, suivent l'exemple de la Lituanie et exigent aussi l'indépendance. Il tentait d'endiguer une rivière en pleine crue, mais le courant était trop fort. Il a brisé la digue et tout a été inondé sur son passage. Boris Yeltsin avait été le chef du Parti communiste à Moscou. Populaire, ambitieux, il profite maintenant du mécontentement économique pour affaiblir Gorbatchev et l'Union soviétique. En mai 1990, il est élu à la tête du Parlement de la République de la Russie. Yeltsin is a very good man for Russian people. Gorbachev, Bush, goodbye, 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 goodbye. На каком-то этапе
Les gens ont commencé à douter des réformes Gorbatchev. Ils ont commencé à écouter les démagogues qui promettaient de meilleurs lendemains. Le combat entre Yeltsin et Gorbatchev se déroule au grand jour. La Russie, la plus riche des républiques, va mener Yeltsin au pouvoir. Gorbatchev n'a pas voulu admettre que l'Union soviétique allait éclater. Yeltsin a reconnu que c'était inéluctable. Il a été l'un des premiers à prendre l'initiative en disant que la Russie devait proclamer sa souveraineté et son indépendance. En fait, c'est ainsi qu'il a poussé les autres républiques à l'indépendance. Sur la scène internationale, Gorbatchev demeure l'interlocuteur de l'Ouest. Lors de ses rencontres avec George Bush, Gorbatchev lui demande de l'aider à régler ses problèmes économiques. Bush le prévient de ne pas recourir à la violence si les États baltes désirent l'indépendance. L'armée rouge se retire d'une Europe de l'Est qu'elle a dominée pendant des décennies. En Allemagne, les soldats laissent derrière eux une question non résolue. Divisée par la guerre froide, l'Allemagne se dirige vers la réunification. L'Union soviétique va-t-elle vraiment laisser une Allemagne unifiée joindre l'alliance militaire de l'Ouest? Personnellement, pour Gorbatchev et moi, ce n'était pas un problème. Mais c'était un problème pour la société soviétique qui avait connu la terrible guerre avec l'Allemagne fasciste et pleuré la mort de 20 à 30 millions de personnes. Ils ont fini par ne plus avoir d'alternative. S'ils croyaient vraiment ce qu'ils disaient, soit de ne pas utiliser la force pour assurer l'unité de l'Empire, cela voulait dire qu'un pays devait être libre de choisir ses propres alliés. Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl entreprend de limiter la force militaire allemande, de payer les coûts de réinstallation de l'armée rouge et de ne pas déployer d'armes nucléaires en Allemagne de l'Est. Kohl est ravi. Gorbatchev accepte que l'Allemagne unifiée fasse partie de l'OTAN. Nous avons baptisé l'accord entre Gorbatchev et Helmut Kohl le jour de la victoire d'eux, parce que c'était vraiment la fin de la guerre froide. L'Allemagne divisée, qui a été l'enjeu même de la guerre froide, est maintenant réunifiée. Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. L'Irak est un allié des Soviétiques. En dépit des liens entre Irakiens et Soviétiques, le secrétaire d'État américain James Baker réussit à persuader Edouard Shevardnadze d'émettre une condamnation conjointe de l'invasion. Le ministre a fait savoir qu'il y a eu quelques difficultés du côté de l'Union soviétique pour parvenir à cet accord. Shevardnadze consulte Gorbatchev, mais il sait que leurs ennemis partisans de la ligne dure vont s'en servir contre eux. À Moscou, les files d'attente quotidiennes s'allongent devant les épiceries. La colère monte. Qui aurait imaginé que nous verrions le jour où il nous faudrait des tickets de rationnement pour acheter des chaussettes? Il n'y avait même pas de chaussettes. Il n'y avait rien sur les étagères sauf des conserves de poissons périmées. Voilà le résultat de la perestroïka.
Quand Boris Nikolaevitch Eltsine a proposé une nouvelle avenue, bien sûr que les gens l'ont appuyé. La Russie, où Yeltsin et ses démocrates radicaux prenaient le pouvoir, avait pratiquement déclaré son indépendance de l'Union soviétique. Ils ont adopté une loi après l'autre pour remplacer celle de l'Union soviétique. Cet hiver-là, Gorbatchev subit les pressions des deux camps, des partisans de la réforme et de ceux qui s'y opposent. En décembre, Édouard Shevardnadze démissionne. En présence d'un Gorbatchev au visage impassible, il prédit un coup d'État de la ligne dure. Наступает диктатура, заявляет со всей ответственностью. Никто не знает, какая это будет диктатура и кто придет. Gorbatchev a viré de bord. Il resserre la sécurité et nomme des partisans de la ligne dure au gouvernement. Il fait de Gennady Yanayev son assistant. Yanayev déclare « Je suis un communiste dans l'âme ». Vilnius, en Lituanie. Les 11 et 12 janvier 1991, les troupes d'élite soviétique entrent dans la capitale pour reprendre les bâtiments publics pour le compte de l'État soviétique. Les Lituaniens s'assemblent pour défendre leur parlement et leurs stations de radio et de télévision. À l'aube du 13 janvier, les chars d'assaut soviétiques attaquent. Si on permet à la Lituanie de se libérer, rien n'empêchera les autres républiques d'en faire autant. Certains ont tenté de repousser les chars d'assaut à main nue. J'ai perdu l'équilibre. J'ai trébuché et je suis tombée sur le dos. J'ai senti le char d'assaut m'écraser les jambes. Je n'ai pas senti une grande douleur, mais j'ai hurlé de toutes mes forces. Maman. Loretta n'a pas perdu sa jambe. Au cours de l'affrontement, il y a des centaines de blessés. Il y a 14 morts. À Moscou, des milliers de Russes défilent pour protester contre les représailles. Prise entre deux feux, Mikhail Gorbatchev défend son gouvernement. Мы же не можем допустить так. Ни центр, ни республики не можем стать на такую, чтобы не видеть это, что если ситуация такая возникает, там трудно предсказать, что может произойти. La fête de l'armée 1991. On peut lire sur les bannières une armée forte, une union forte et non au capitalisme en Union soviétique. On revient aux bonnes vieilles méthodes. À l'été, Gorbatchev se rend à Londres. Comme d'habitude, il jouit de l'accueil qu'il reçoit à l'étranger. Il a des affaires à régler. À l'ambassade des États-Unis, il rencontre George Bush et s'entend sur les termes d'un nouvel accord sur la limitation des armes. Mais l'économie soviétique a besoin d'une aide financière urgente. Gorbatchev demande aux principaux pays capitalistes de lui consentir d'importants prêts. En cherchant à mettre fin à la guerre froide, il fait une faveur à tous ces pays. Or, malgré les sourires et les poignées de main, il lui tourne le dos. À Moscou,
ses ennemis se préparent à agir contre lui. J'ai écrit une lettre à Gorbatchev pour le prévenir que des troubles couvaient. Il a répondu, « Alexandre, vous surestimez leur intelligence et leur courage. » En juillet, j'ai démissionné. J'ai dit, quelque chose se trame, je le sens. Il m'a ignoré et il est parti en vacances. Gorbatchev rédige un nouveau traité de l'Union fondé sur des liens plus souples entre le centre soviétique et les républiques. Quand vient le moment de le parapher, en août, les communistes de la ligne dure sont consternés. Boris Pougo, Dimitri Yazov, Gennady Yanayev, Vladimir Khrushchev. Quand j'ai pris connaissance du texte le 15 août, j'ai été renversé par le fait qu'il ne nous restait plus que 4 jours avant la fin de l'Union soviétique. Le 18 août, une délégation arrive en Crimée où Gorbatchev est en vacances. Ils exigent qu'il déclare l'état d'urgence et qu'il cède le pouvoir. Il refuse et on l'assigne à domicile. Le 19 août, Moscou s'éveille au son des chars d'assaut et la nouvelle se répand que Gorbatchev est malade. Un comité d'urgence vient de prendre le pouvoir. This is a CNN special report. Le président soviétique Mikhail Gorbatchev a été démis de ses pouvoirs, selon l'agence officielle soviétique TASS, et est remplacé par le vice-président Gennady Yanayev. Confus et inquiets, les moscovites se rassemblent autour de l'édifice du Parlement russe, la Maison-Blanche. Personne ne sait où est Gorbatchev, ni ce qui se passe vraiment. Boris Yeltsin, l'ennemi et le rival de Gorbatchev, prend la défense de Gorbatchev et de la Constitution. Давайте будем держаться твердо. Не пройдет реакция. Реакция не пройдет. Нет. Yeltsin pénètre dans le Parlement et il se prépare à résister. Le coup d'État ne mène pas à la prise immédiate du pouvoir. Les soldats refusent d'obéir au comité d'urgence. Certains commandants de chars d'assaut font demi-tour. Je suis très contente que nos soldats aient fait ça. J'espère qu'ils ne vont pas obéir aux ordres de leur commandant. La population inquiète se rassemble pendant la journée. Le soir du 19 août, les conspirateurs nerveux tiennent un point de presse télévisé. Советский народ был информирован о создании комитета по чрезвычайному положению. Ils avaient peur, leurs mains tremblaient. Il était évident qu'ils ne savaient pas quoi faire. J'avais peur moi aussi, car si jamais ils devaient prendre le pouvoir, qu'est-ce qui allait arriver? Gorbatchev est incapable de contacter le monde extérieur. Il enregistre cette déclaration avec une caméra vidéo. Personne ne l'a vu. Le soir venu, on commence à craindre que le comité d'urgence, de plus en plus désespéré, n'ordonne une attaque contre la Maison-Blanche et ses défenseurs. Lorsque les véhicules blindés s'engagent dans la foule, 3 jeunes hommes sont tués. À 3 heures du matin,
Khrouchtchev appelle Yeltsin à la Maison-Blanche et reconnaît sa défaite. Nous n'étions pas assoiffés de sang. Nous n'étions pas prêts à nous accrocher au pouvoir à tout prix. Yeltsin envoie un avion pour amener Gorbatchev à Moscou. Il arrive tôt le matin du 22 août. Все, что мы сделали после 1985 года, уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими, и это было главным препятствием на пути этой авантюры, на которой встали группы лиц. Les changements sont beaucoup plus importants que Gorbatchev ne soupçonne. Yeltsin est le vainqueur. Il est désormais au pouvoir. Сегодня приняло решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг. Le lendemain, au Parlement russe, Yeltsin savoure sa victoire. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. Humilié par Yeltsin, Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire général lorsqu'il réalise enfin que le rôle du Parti communiste de l'Union soviétique est terminé. Tandis que se poursuivent les discussions sur l'Union, Gorbatchev, toujours président de l'URSS, est isolé. Главное, на что ушло, наверное, половина времени, каким быть союзом. À Minsk, le 8 décembre 1991, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, les trois États slaves, se dissocient de l'Union soviétique et fondent une communauté d'États indépendants. L'Union soviétique disparaît et Mikhail Gorbatchev n'est plus rien. Ils préviennent George Bush avant d'en informer Mikhail Gorbatchev. C'est scandaleux. Prévenir le président des États-Unis et ne pas se donner la peine d'informer le président de son propre pays, c'est honteux. Absolument indigne. C'est salaud. Pendant 45 ans, le monde a vécu dans la crainte d'une apocalypse nucléaire. Elle ne s'est jamais produite. Les hommes d'État des deux camps qui avaient le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire de crise en crise ont privilégié l'intérêt de l'humanité. La dissuasion nucléaire a maintenu la paix. Ceux d'entre nous qui ont connu ce que j'appellerais la fièvre de la guerre froide, cet état d'alerte permanent devant la perspective d'une guerre nucléaire, respire beaucoup mieux aujourd'hui. Nous sommes dorénavant délestés de ce lourd fardeau. La guerre froide a pris fin de manière pacifique. Mais était-elle justifiée? Aurait-on pu l'éviter quand l'Est et l'Ouest étaient alliés en 1945? Nous avons raté notre chance parce qu'il y avait tellement de méfiance dans les deux camps.
L'Ouest a exagéré la force de l'Union soviétique. Il nous aurait été impossible d'envahir l'Europe. Nous étions un pays dévasté. Nous avions perdu des millions de gens. Il m'est impossible d'imaginer quand et comment nous aurions pu nous entendre avec l'oncle Joseph Staline. Selon moi, nous n'aurions pu régler plus tôt ou d'une façon différente nos problèmes avec la Russie. Des millions de personnes qui auraient pu périr lors d'un conflit nucléaire ont survécu et prospéré. Mais cela a entraîné des coûts sur les plans humains et matériels. Et il a fallu en payer le prix. La fabrication et les tests d'armes nucléaires ont laissé une empreinte ineffaçable. L'héritage de la guerre froide signifie en réalité qu'elle se poursuit encore. Elle continue parce que l'air, l'eau et le sol sont pollués. Il est très coûteux et difficile de venir à bout de cet héritage. C'est vraiment une bombe à retardement. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont chacun de leur côté englouti des milliards en armement. Les États-Unis, qui avaient un bon crédit, ont pu se le permettre. L'Union soviétique, elle, n'en avait pas les moyens. Une fraction de ces énormes dépenses a été nécessaire pour assurer l'équilibre de la paix mondiale. Mais il y a eu du gaspillage. Il y a eu des guerres véritables au cœur de la guerre froide. Il a fallu en payer le prix. En Corée, des millions de personnes ont été tuées. Et des millions d'autres au Vietnam, des soldats et des civils. Plus d'1 million de victimes en Afghanistan. Des centaines de milliers de personnes sont mortes en Afrique et en Amérique centrale. Certaines de ces guerres auraient éclaté de toute façon. La guerre froide les a rendues plus meurtrières. Des milliers de personnes sont mortes dans une Europe divisée, dont 200 au mur de Berlin. Les vivants pleurent les morts. Ce n'est pas vrai que les pierres ne parlent pas. Je trouve la paix sur la tombe de mon fils. Je lui parle. Il me dit comment vivre. La guerre froide a été un conflit d'idéologie. Et le grand perdant de la guerre froide est le marxisme-léninisme. Le rêve communiste d'une société meilleure qui viendrait à bout de l'Ouest n'amenait à rien. Mais pas pour Fidel Castro. Pourquoi devrait-on croire que l'idéal du socialisme, qui est si généreux et qui se fonde sur la solidarité et la fraternité, va disparaître un jour pour laisser prévaloir l'égoïsme, l'individualisme, les ambitions personnelles? Cela ne sauvera pas le monde. J'en ai la conviction absolue. Le communisme en tant que régime est allé à l'encontre de la vie, des besoins fondamentaux de l'homme, de son besoin de liberté, d'entreprendre,
de s'associer librement. Il est allé à l'encontre de la volonté du peuple. Il a éliminé l'identité nationale. Ce qui s'oppose à la vie peut durer longtemps, mais tôt ou tard, c'est voué à l'échec. Les superpuissances se sont confrontées sans répit. Ne pouvant plus soutenir une pression devenue intolérable, l'un des deux camps s'est retiré. Mikhail Gorbatchev avait beaucoup fait pour mettre fin à la guerre froide. Il a appelé George Bush et lui a dit que c'était son dernier jour au pouvoir. C'était plutôt triste. La finalité de tout cela m'a touché durement. C'était Noël, le temps des fêtes, et je sentais qu'un ami était blessé. Et cela ne me réjouissait pas. Cette nuit-là, on amène le drapeau rouge de l'Union soviétique pour la dernière fois. À Washington, George Bush adresse ses vœux de Noël. Pendant plus de 40 ans, les États-Unis ont dirigé l'Ouest dans la lutte contre le communisme et la menace contre nos valeurs les plus précieuses. Cette lutte a façonné la vie de tous les Américains. Elle a forcé tous les pays à vivre sous la menace d'une destruction nucléaire. Cette confrontation est désormais révolue. Victimes en Afghanistan. Des centaines de milliers de personnes sont mortes en Afrique et en Amérique centrale. Certaines de ces guerres auraient éclaté de toute façon. La guerre froide les a rendues plus meurtrières. Des milliers de personnes sont mortes dans une Europe divisée, dont 200 au mur de Berlin. Les vivants pleurent les morts. Ce n'est pas vrai que les pierres ne parlent pas. Je trouve la paix sur la tombe de mon fils. Je lui parle. Il me dit comment vivre. La guerre froide a été un conflit d'idéologie. Et le grand perdant de la guerre froide est le marxisme-léninisme. Le rêve communiste d'une société meilleure qui viendrait à bout de l'Ouest n'amenait à rien. Mais pas pour Fidel Castro. Pourquoi devrait-on croire que l'idéal du socialisme, qui est si généreux et qui se fonde sur la solidarité et la fraternité, va disparaître un jour pour laisser prévaloir l'égoïsme, l'individualisme, les ambitions personnelles? Cela ne sauvera pas le monde. J'en ai la conviction absolue. Le communisme en tant que régime est allé à l'encontre de la vie, des besoins fondamentaux de l'homme, de son besoin de liberté, d'entreprendre, de s'associer librement. Il est allé à l'encontre de la volonté du peuple. Il a éliminé l'identité nationale. Ce qui s'oppose à la vie peut durer longtemps, mais tôt ou tard, c'est voué à l'échec. Les superpuissances se sont confrontées sans répit. Ne pouvant plus soutenir une pression devenue intolérable, l'un des deux camps s'est retiré. Mikhail Gorbatchev avait beaucoup fait pour mettre fin à la guerre froide. Il a appelé George Bush et lui a dit que c'était son dernier jour au pouvoir. C'était plutôt triste. La finale. Les gardes cèdent. Ils ouvrent les barrières.
Ils ont ouvert la frontière et n'ont pris aucune contre-mesure. Ils ne m'ont pas consulté ni demandé mon approbation. Das ist ein wunderschöner Tag. Je me suis retrouvée dans un groupe de gens qui applaudissaient. Je n'ai pas compris pourquoi sur le coup. Puis je l'ai réalisé. J'étais vraiment à Berlin-Ouest et les Berlinois de l'Ouest étaient venus à la frontière et ils nous applaudissaient. Tout le monde pleurait et s'embrassait. Même aujourd'hui, quand j'y pense, mon cœur bat. C'était tellement émouvant. Bekannte, die wollen mal besuchen, die warten um 12 Uhr. Mal ruhiger. Nur mal gucken. Das ist traumhaft. Und dann wieder zurück. Wann? Ne, heute irgendwann. Oder, also besser gesagt, doch heute. Wahnsinn! Wahnsinn! Was zu toll. Das ist toll. 28 Jahre, das ist die Stunde. Super, ich bin sehr glücklich. Les Berlinois de l'Ouest arrivent de l'autre direction. Ils commencent à démolir le mur en face de la porte de Brandebourg. Also die auf der Mauer herumzuhacken, die kamen irgendwie, das war so ein Gemeinschaftsgeist. On a tous eu la même idée. Nous devons maintenant nous débarrasser du mur. Tout le monde avait ses propres raisons. Pour moi, c'était parce que j'avais des parents de l'autre côté qui ne pouvaient pas nous rendre visite. Quand j'ai pensé à ma tante et à la raison pour laquelle je n'ai pas pu la voir avant sa mort, ça m'a mis tellement en colère. C'était libérateur de s'en prendre au mur. Il ne trouvait pas les mots pour parler aux gens, parce qu'il ne parlait que le vieux jargon du parti. En 1989, bien des gens, y compris moi, ne cherchaient plus le dialogue. Je me souviens que nous disions « L'heure n'est plus au dialogue, mais à la confrontation ». Krenz offre en vain de nouvelles libertés. Les manifestations populaires s'intensifient et on réclame davantage. À Berlin-Est, le 4 novembre, 1 demi-million de personnes se rassemblent. Le 9 novembre 1989, Günther Schabowski annonce aux journalistes de Berlin que les restrictions sur les déplacements vers l'Ouest vont être levées. Le gouvernement prévoit que le changement va entrer en vigueur le lendemain. Mais Schabowski se méprend sur la date. C'est en vigueur à compter de maintenant? Camarades, on m'a dit que la déclaration a déjà été faite. Vous devriez déjà la voir. Selon mes informations, c'est à partir d'aujourd'hui, immédiatement. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Les Berlinois de l'Est se précipitent pour voir si les postes de contrôle du mur s'ouvrent vraiment. Les gardes-frontières sont déconcertés. Nous n'avions reçu aucune directive de nos supérieurs. Aucune. Juste d'observer la situation. Nous avons tenté à plusieurs reprises de parler à nos supérieurs, mais personne ne nous a rappelés. Vous devez tenir compte que nos soldats étaient armés ce jour-là, comme d'habitude, et ils n'avaient qu'un ordre.
Cet ordre, c'est d'arrêter quiconque tente de fuir. Mais la foule est maintenant considérable. Soudain, les gardes cèdent. Ils ouvrent les barrières. La police tchèque oppose une résistance futile pour endiguer le flot. À l'intérieur de l'ambassade, la surpopulation et l'insalubrité empirent à tous les jours. Les deux gouvernements allemands, de l'Est et de l'Ouest, ne savent plus quoi faire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'Ouest, Hans-Dietrich Genscher, se rend à Prague. Sous la pression des Soviétiques et des Allemands de l'Ouest, Honecker consent à une entente pour sauver la face. Les réfugiés peuvent se rendre en Allemagne de l'Ouest, mais seulement si leur train traverse d'abord en territoire est-allemand. Honecker pourra alors se vanter de les avoir expulsés et déchus de leur citoyenneté. Le train s'est arrêté. Deux hommes ont ouvert les portes. Bonjour, nous sommes de la sécurité d'État et nous allons maintenant ramasser vos cartes d'identité. Et je n'oublierai jamais comment ils ont dû se pencher pour ramasser ces documents parce que les gens jetaient leurs cartes d'identité à leurs pieds. On se disait, là voilà votre carte, vous ne pouvez plus me menacer. C'était très satisfaisant. De retour à Prague, une nouvelle vague de réfugiés prend d'assaut la clôture de l'ambassade. Leur dernière chance de se rendre à l'ouest semble s'estomper. En quelques jours à peine, quelques 5000 personnes s'entassent dans les jardins de l'ambassade. Certains Allemands de l'Est choisissent de rester et de protester. Les églises luthériennes accueillent le mouvement d'opposition. Inspirés par Gorbatchev, les manifestants rêvent de transformer l'Allemagne de l'Est en une démocratie. Gorbatchev nous a donné un grand espoir. Premièrement, il a tenté de transformer son pays comme nous voulions transformer le nôtre, par la perestroïka, par une libéralisation progressive. Avant d'en informer Mikhaïl Gorbatchev. C'est scandaleux. Prévenir le président des États-Unis et ne pas se donner la peine d'informer le président de son propre pays, c'est honteux. Absolument indigne. C'est salaud. Pendant 45 ans, le monde a vécu dans la crainte d'une apocalypse nucléaire. Elle ne s'est jamais produite. Les hommes d'État des deux camps qui avaient le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire, de crise en crise, ont privilégié l'intérêt de l'humanité. La dissuasion nucléaire a maintenu la paix. Ceux d'entre nous qui ont connu ce que j'appellerais la fièvre de la guerre froide, cet état d'alerte permanent devant la perspective d'une guerre nucléaire,
respirent beaucoup mieux aujourd'hui. Nous sommes dorénavant délestés de ce lourd fardeau. La guerre froide a pris fin de manière pacifique. Mais était-elle justifiée? Aurait-on pu l'éviter quand l'Est et l'Ouest étaient alliés en 1945? Nous avons raté notre chance parce qu'il y avait tellement de méfiance dans les deux camps. L'Ouest a exagéré la force de l'Union soviétique. Il nous aurait été impossible d'envahir l'Europe. Nous étions un pays dévasté. Nous avions perdu des millions de gens. Il m'est impossible d'imaginer quand et comment nous aurions pu nous entendre avec l'oncle Joseph Staline. Selon moi, nous n'aurions pu régler plus tôt ou d'une façon différente nos problèmes avec la Russie. Des millions de personnes qui auraient pu périr lors d'un conflit nucléaire ont survécu et prospéré. Mais cela a entraîné des coûts sur les plans humains et matériels. Et il a fallu en payer le prix. La fabrication et les tests d'armes nucléaires ont laissé une empreinte ineffaçable. Partir. Je n'avais aucun avenir en RDA. Je travaillais 70 heures par semaine. Je dormais 30 heures peut-être. Ce n'est pas normal. Il n'y avait pas d'avenir pour moi et ma famille. La police tchèque oppose une résistance futile pour endiguer le flot. À l'intérieur de l'ambassade, la surpopulation et l'insalubrité empirent à tous les jours. Les deux gouvernements allemands, de l'Est et de l'Ouest, ne savent plus quoi faire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'Ouest, Hans-Dietrich Genscher, se rend à Prague. Sous la pression des Soviétiques et des Allemands de l'Ouest, Honecker consent à une entente pour sauver la face. Les réfugiés peuvent se rendre en Allemagne de l'Ouest, mais seulement si leur train traverse d'abord en territoire est-allemand. Honecker pourra alors se vanter de les avoir expulsés et déchus de leur citoyenneté. Le train s'est arrêté. Deux hommes ont ouvert les portes. Bonjour, nous sommes de la sécurité d'État et nous allons maintenant ramasser vos cartes d'identité. Et je n'oublierai jamais comment ils ont dû se pencher pour ramasser ces documents parce que les gens jetaient leurs cartes d'identité à leurs pieds. On se disait, là voilà votre carte, vous ne pouvez plus me menacer. C'était très satisfaisant. De retour à Prague, une nouvelle vague de réfugiés prend d'assaut la clôture de l'ambassade. Leur dernière chance de se rendre à l'Ouest semble s'estomper. En quelques jours à peine, quelques 5000 personnes s'entassent dans les jardins de l'ambassade. Certains Allemands de l'Est choisissent de rester et de protester. Les églises luthériennes accueillent le mouvement d'opposition. Inspirés par Gorbatchev, les manifestants rêvent de transformer l'Allemagne de l'Est en une démocratie. Ich glaube, für die meisten war Gorbatschow eine große Hoffnung. Gorbatchev nous a donné un grand espoir. In verschiedener Weise. Einmal, premièrement, il a tenté de transformer... La foule, 3 jeunes hommes sont tués. À 3 heures du matin, Khrouchtchev appelle Yeltsin à la Maison-Blanche et reconnaît sa défaite. Nous n'étions pas assoiffés de sang.
Nous n'étions pas prêts à nous accrocher au pouvoir à tout prix. Yeltsin envoie un avion pour amener Gorbatchev à Moscou. Il arrive tôt le matin du 22 août. Все, что мы сделали после 1985 года, уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими, и это было главным препятствием на пути этой авантюры, на которой встали группа лиц. Les changements sont beaucoup plus importants que Gorbatchev ne soupçonne. Yeltsin est le vainqueur. Il est désormais au pouvoir. Сегодня принял решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг. Le lendemain, au Parlement russe, Yeltsin savoure sa victoire. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я ее еще не читал. Humilié par Yeltsin, Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire général lorsqu'il réalise enfin que le rôle du Parti communiste de l'Union soviétique est terminé. Tandis que se poursuivent les discussions sur l'Union, Gorbatchev, toujours président de l'URSS, est isolé. Главное, на что ушло, наверное, половина времени, каким быть союзом. À Minsk, le 8 décembre 1991, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, les trois États slaves, se dissocient de l'Union soviétique et fondent une communauté d'États indépendants. L'Union soviétique disparaît et Mikhail Gorbatchev n'est plus rien. À Berlin-Ouest, et les Berlinois de l'Ouest étaient venus à la frontière et ils nous applaudissaient. Tout le monde pleurait et s'embrassait. Même aujourd'hui, quand j'y pense, mon cœur bat. C'était tellement émouvant. Bekannte, die wollen mal besuchen, die warten um 12 Uhr. Mal ruhiger. Nur mal gucken. Das ist traumhaft. Und dann wieder zurück. Wann? Ne, heute irgendwann. Oder, also besser gesagt, doch heute. Wahnsinn! Wahnsinn! Was zu zeigen. Das ist toll. 28 Jahre, das ist die Stunde. Super, ich bin sehr glücklich. Les Berlinois de l'Ouest arrivent de l'autre direction. Ils commencent à démolir le mur en face de la porte de Brandebourg. Also die Idee, auf der Mauer herumzuhacken, die kam irgendwie, das war so ein Gemeinschaftsgeist. On a tous eu la même idée. Nous devons maintenant nous débarrasser du mur. Tout le monde avait ses propres raisons. Pour moi, c'était parce que j'avais des parents de l'autre côté qui ne pouvaient pas nous rendre visite. Quand j'ai pensé à ma tante et à la raison pour laquelle je n'ai pas pu la voir avant sa mort, ça m'a mis tellement en colère. C'était libérateur de s'en prendre au mur. Der Kommunismus ist gestorben. Wir nehmen nicht mit rüber. Die FDP ist tot. Ja, und wir nehmen lebt doch noch. Ja, da haben wir betone Zähne. C'était émouvant, mais je dois dire que je faisais attention de ne pas trop m'enthousiasmer.
La chose la plus stupide qu'un président ait pu faire à ce moment eût été d'y aller, de danser sur le mur de Berlin et de narguer ouvertement les militaires soviétiques et Gorbatchev. Qui sait comment il leur aurait fallu réagir? Le lendemain matin, on m'a téléphoné. J'ai dit, vous avez pris la bonne décision. Car comment peut-on tirer sur des Allemands qui traversent la frontière pour rencontrer d'autres Allemands de l'autre côté? Il fallait donc que la politique change. Mikhaïl Gorbatchev défend son gouvernement. Мы же не можем допустить так. Ни центр, ни республики не можем стать на такую, чтобы не видеть это, что если ситуация такая возникает, там трудно предсказать, что может произойти. La fête de l'armée 1991. On peut lire sur les bannières une armée forte, une union forte et non au capitalisme en Union soviétique. On revient aux bonnes vieilles méthodes. À l'été, Gorbatchev se rend à Londres. Comme d'habitude, il jouit de l'accueil qu'il reçoit à l'étranger. Il a des affaires à régler. À l'ambassade des États-Unis, il rencontre George Bush et s'entend sur les termes d'un nouvel accord sur la limitation des armes. Mais l'économie soviétique a besoin d'une aide financière urgente. Gorbatchev demande aux principaux pays capitalistes de lui consentir d'importants prêts. En cherchant à mettre fin à la guerre froide, il fait une faveur à tous ces pays. Or, malgré les sourires et les poignées de main, il lui tourne le dos. À Moscou, ses ennemis se préparent à agir contre lui. J'ai écrit une lettre à Gorbatchev pour le prévenir que des troubles couvaient. Il a répondu, « Alexandre, vous surestimez leur intelligence et leur courage. » En juillet, j'ai démissionné. J'ai dit, « Quelque chose se trame, je le sens. » Il m'a ignoré et il est parti en vacances. Gorbatchev rédige un nouveau traité de l'Union fondé sur des liens plus souples entre le centre soviétique et les républiques. Quand vient le moment de le parapher, en août, les communistes de la ligne dure sont consternés. Boris Pougou, Dmitri Yazov, Gennady Yanayev, Vladimir Khrushchev. Quand j'ai pris connaissance du texte le 15 août, j'ai été renversé par le fait qu'il ne nous restait plus que 4 jours avant la fin de l'Union soviétique. Le 18 août, une délégation arrive en Crimée où Gorbatchev est en vacances. Ils exigent qu'il déclare l'état d'urgence et qu'il cède le pouvoir. Il prévoit soutenir l'économie hongroise si on permet aux Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Il croit que Gorbatchev ne s'objectera pas à l'entente avec les Hongrois. Die hier stehenden Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihnen DDR passieren, das Land verlassen. Les Hongrois acceptent que les Allemands de l'Est traversent la frontière vers l'Ouest. Honecker qualifie les réfugiés de parias. Je crois qu'il ressentait un mélange de colère et de mépris complet pour ces hordes de gens. Ces ingrats qui avaient fui dans l'autre camp. Les réfugiés d'Allemagne de l'Est se rendent en Hongrie dans l'espoir de traverser à l'Ouest. Mais l'Allemagne de l'Est interdit le passage vers la Hongrie.
Désespérés, les Allemands de l'Est en fuite se tournent vers la Tchécoslovaquie. Ils se rassemblent à l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest, à Prague. Nous n'avions aucun avenir. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse dans cette répression. Il n'y avait pas que l'interdiction de voyager, mais toutes sortes de petites choses quotidiennes. Quand l'ambassade est pleine, les réfugiés escaladent les clôtures du jardin. Nous savions qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient à l'intérieur, mais nous n'étions pas sûrs si la police s'y trouvait, ou même si la police de la sécurité d'État, la Stasi, était là. Nous longions la clôture en craignant le pire. Lorsque des gens de l'intérieur de l'ambassade sont venus et nous ont dit « Voulez-vous entrer ?» Nous étions abasourdis et nous avons répondu « Oui ». Ils ont ajouté « Attendez, nous allons chercher une échelle ». Nous avons escaladé la clôture. Au début, c'était bondé de monde, c'était effrayant, des gens partout. Plus en plus de réfugiés s'entassent dans l'ambassade et refusent de partir. Je n'avais aucun avenir en RDA. Je travaillais 70 heures par semaine. Je dormais 30 heures peut-être. Ce n'est pas normal. Il n'y avait pas d'avenir pour moi et ma famille. La police tchèque oppose une résistance futile pour endiguer le flot. À l'intérieur de l'ambassade, la surpopulation et l'insalubrité empirent à tous les jours. Les deux gouvernements allemands, de l'Est et de l'Ouest, ne savent plus quoi faire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'Ouest, Hans-Dietrich Genscher, se rend à Prague. Sous la pression des Soviétiques et des Allemands de l'Ouest, un nouveau chant de provocation se fait bientôt entendre. Nous restons ici. Nous restons ici, c'était une protestation contre ce que la RDA avait fait, c'est-à-dire de forcer les jeunes à quitter le pays parce qu'ils n'avaient pas d'avenir. Ça a été un tournant décisif et les gens ont dit « Nous continuons d'espérer ». Tous les lundis à Leipzig, il y a des manifestations à l'église Nikolai. Elles se transforment en protestations populaires. La police tente de les arrêter. Mais le gouvernement flanche. En bref, nous étions sans voix parce que nous étions impuissants. Parce que ce pays et ce pouvoir n'avaient jamais fait face auparavant à un conflit aussi ouvert. Seul Honecker semble ne pas s'en apercevoir. À la veille du 40e anniversaire de l'Allemagne de l'Est, en ce mois d'octobre, il reste confiant alors qu'en compagnie de son collègue Egon Krenz, il s'apprête à accueillir son invité de marque, Mikhail Gorbatchev. La délégation soviétique sait très bien que le régime est-allemand est chancelant. Le spectacle de célébration victorieuse apparente commence. Mais au défilé au flambeau de la jeunesse communiste, les marcheurs laissent tomber leur slogan appris par cœur. Ils commencent à scander un autre nom, Gorby. Honecker fait semblant de ne rien entendre. C'étaient des jeunes gens spécialement sélectionnés, forts et de belle apparence. Ils étaient d'humeur joyeuse, mais ils ont commencé à scander des slogans. Gorby, aidez-nous. Gorby, restez ici. Rakowski, le dirigeant polonais, est venu vers nous et a demandé « Comprenez-vous l'allemand » J'ai répondu « Oui, un petit peu. »« Entendez-vous » J'ai répondu « Oui. » Il a ajouté « C'est la fin. » Et c'était la fin. Le régime était content. Des journalistes occidentaux filment des agents de sécurité en civil qui s'en prennent à des manifestants.
nouveau chant de provocation se fait bientôt entendre. Nous restons ici. Nous restons ici, c'était une protestation contre ce que la RDA avait fait, c'est-à-dire de forcer les jeunes à quitter le pays parce qu'ils n'avaient pas d'avenir. Ça a été un tournant décisif et les gens ont dit « nous continuons d'espérer ». Tous les lundis à Leipzig, il y a des manifestations à l'église Nikolai. Elles se transforment en protestations populaires. La police tente de les arrêter. Mais le gouvernement flanche. En bref, nous étions sans voix parce que nous étions impuissants. Parce que ce pays et ce pouvoir n'avaient jamais fait face auparavant à un conflit aussi ouvert. Seul Honecker semble ne pas s'en apercevoir. À la veille du 40e anniversaire de l'Allemagne de l'Est, en ce mois d'octobre, il reste confiant alors qu'en compagnie de son collègue Egon Krenz, il s'apprête à accueillir son invité de marque, Mikhail Gorbatchev. La délégation soviétique sait très bien que le régime est-allemand est chancelant. Le spectacle de célébration victorieuse apparente commence. Mais au défilé au flambeau de la jeunesse communiste, les marcheurs laissent tomber leur slogan appris par cœur. Ils commencent à scander un autre nom, Gorby. Honecker fait semblant de ne rien entendre. C'étaient des jeunes gens spécialement sélectionnés, forts et de belle apparence. Ils étaient d'humeur joyeuse, mais ils ont commencé à scander des slogans. Gorby, aidez-nous. Gorby, restez ici. Et prendre le pouvoir, qu'est-ce qui allait arriver? Gorbatchev est incapable de contacter le monde extérieur. Il enregistre cette déclaration avec une caméra vidéo. Personne ne l'a vu. Le soir venu, on commence à craindre que le comité d'urgence, de plus en plus désespéré, n'ordonne une attaque contre la Maison-Blanche et ses défenseurs. Lorsque les véhicules blindés s'engagent dans la foule, 3 jeunes hommes sont tués. À 3 heures du matin, Khrouchtchev appelle Yeltsin à la Maison-Blanche et reconnaît sa défaite. Nous n'étions pas assoiffés de sang. Nous n'étions pas prêts à nous accrocher au pouvoir à tout prix. Yeltsin envoie un avion pour amener Gorbatchev à Moscou. Il arrive tôt le matin du 22 août. Все, что мы сделали после 1985 года, уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими, и это было главным препятствием на пути этой авантюры, на которой встали группы лиц. Les changements sont beaucoup plus importants que Gorbatchev ne soupçonne. Yeltsin est le vainqueur. Il est désormais au pouvoir.
сегодня принял решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг. Le lendemain, au Parlement russe, Ельцин savoure sa victoire. Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы встретились, он дал краткое изложение заседания Кабинета министров, но я его еще не читал. Humilié par Yeltsin, Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire général lorsqu'il réalise enfin que le reconnaissable. C'est en Union soviétique même que Gorbatchev est confronté à des problèmes insurmontables. Il peut permettre la liberté aux pays satellites, mais peut-il en faire autant pour les républiques soviétiques? Il y a 15 républiques distinctes, et la plupart veulent être indépendantes. Le Parti communiste soviétique est en train de perdre le contrôle. Dans les magasins, les stocks s'épuisent. Nous avons eu raison de choisir la liberté, la démocratie, la glasnost et le pluralisme. Mais nous nous sommes trompés sur un point. Les gens jugeaient l'état du pays par ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas acheter dans les marchés et les magasins. De nombreuses personnes âgées se sentent bousculées par la cadence du changement. Nous promettions que la situation allait s'améliorer, mais elle empirait sans cesse. Nous aurions dû autoriser le commerce libre, mais Gorbatchev n'a pas osé. La société progressait et le parti ne bougeait pas. Les gens ont commencé à fuir comme des rats de navires en détresse. Gorbatchev accorde pour la première fois aux citoyens soviétiques la liberté de manifester. Les manifestations réclament désormais la fin du monopole du Parti communiste sur le pouvoir. Mais les communistes purs et durs s'opposent aux réformes. Gorbatchev lui-même, un communiste, s'oppose à eux et choisit le pluralisme. Le Parti communiste qui est au pouvoir depuis la révolution d'octobre de 1917 doit partager le pouvoir. C'est une démarcation franche avec les méthodes de Lénine et de Staline. La plupart des 15 républiques de l'Union soviétique, dont la Fédération de la Russie est la plus grande, réagissent au libéralisme de Gorbatchev en exigeant la libération nationale. Dans les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie annexés par Staline en 1940, on exige l'indépendance totale. En janvier 1990, Gorbatchev se rend à Vilnius, la capitale de la Lituanie, afin de faire valoir que l'Union soviétique... Le coup d'État ne mène pas à la prise immédiate du pouvoir. Les soldats refusent d'obéir au comité d'urgence. Certains commandants de chars d'assaut font demi-tour. Je suis très contente que nos soldats aient fait ça. J'espère qu'ils ne vont pas obéir aux ordres de leur commandant. La population inquiète se rassemble pendant la journée. Le soir du 19 août, les conspirateurs nerveux tiennent un point de presse télévisé. Советский народ был информирован о создании комитета по чрезвычайному положению. Ils avaient peur, leurs mains tremblaient. Il était évident qu'ils ne savaient pas quoi faire. J'avais peur moi aussi, car si jamais ils devaient prendre le pouvoir, qu'est-ce qui allait arriver?
Gorbatchev est incapable de contacter le monde extérieur. Il enregistre cette déclaration avec une caméra vidéo. Personne ne l'a vu. Le soir venu, on commence à craindre que le comité d'urgence, de plus en plus désespéré, n'ordonne une attaque contre la Maison-Blanche et ses défenseurs. Lorsque les véhicules blindés s'engagent dans la foule, 3 jeunes hommes sont tués. À 3 heures du matin, Khrouchtchev appelle Yeltsin à la Maison-Blanche et reconnaît sa défaite. Nous n'étions pas assoiffés de sang. Nous n'étions pas prêts à nous accrocher au pouvoir à tout prix. Yeltsin envoie un avion pour amener Gorbatchev à Moscou. Il arrive tôt le matin du 22 août. Все, что мы сделали после 1985 года, уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими, и это была